Pas par moi. Moi, je vous dis que les gens qui regardent par la fenêtre verront des jardins et non pas les parkings. À l'automne de sa vie, Michel Piccoli, silhouette longiligne et regard à la fois doux et perçant, se tenait comme un vieux sage du cinéma français. À 90 ans, alors que son nom était déjà gravé parmi les plus grands, il laissait échapper, presque à voix basse, des vérités longtemps contenues. Derrière l'image du comédien discret, l'intellectuel raffiné, se cachait un homme qui avait connu les déchirements des plateaux, les heures des égos et les blessures invisibles des collaborations contrariées. Piccoli n'était pas un homme de rancune, mais un observateur lucide. Tout au long de sa carrière, il avait offert son visage à Buñuel, à Sautet, à Godard, à tant d'autres. Pourtant, derrière le rideau rouge, certaines rencontres avaient laissé un goût amer. Il ne s'agissait pas de haine explosive, mais de cette impossibilité silencieuse d'accepter l'autre, de comprendre son langage ou de supporter ses excès. À 90 ans, il avouait enfin. Il y avait 5 artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture. Des noms qui surprennent, tant ils appartiennent eux aussi à la légende du 7e art. 5 figures qui incarnent à la fois le génie et le tumulte, 5 visages croisés sur la route d'un acteur qui, malgré sa retenue, n'avait pas oublié les blessures. Alors que le temps effaçait les rancunes de la jeunesse, Michel Piccoli, dans le crépuscule de sa mémoire, se souvenait encore, non pas pour accuser, mais pour témoigner. Parce que les coulisses du cinéma sont faites autant d'éclats de lumière que d'ombres persistantes. Et aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces 5 noms qui, pour Piccoli, demeuraient comme des énigmes douloureuses au cœur de son parcours. Numéro 1. Jean-Luc Godard. En 1963, lorsque Michel Piccoli accepte le rôle de Paul Javal dans Le Mépris, il ne sait pas encore qu'il va entrer à jamais dans l'histoire du cinéma. Aux côtés de Brigitte Bardot, sous l'œil acéré de Jean-Luc Godard, il devient l'incarnation d'un écrivain tiraillé entre ambition et désillusion. Mais derrière la beauté plastique du film, derrière les plans méditerranéens baignés de soleil et la musique lancinante de Georges Delerue, se cache une expérience bien plus contrastée. Godard, alors figure de proue de la nouvelle vague, est connu pour son indépendance absolue. Il tourne comme il respire, improvise, déconstruit les codes, refuse les conventions. Pour un acteur comme Piccoli, attaché à l'exigence du texte, au travail minutieux de la psychologie des personnages, cette méthode est déroutante. Sur le plateau, les indications de Godard sont souvent sèches, parfois volontairement contradictoires. Il ne cherche pas à rassurer ses comédiens, il les bouscule, les pousse dans leur retranchement. Piccoli, avec sa nature discrète et posée, se heurte à ce mur de froideur. Godard voulait que l'on soit des instruments, pas des partenaires, confiera-t-il plus tard. L'acteur se sent réduit à une silhouette, à une fonction dans l'échiquier conceptuel du cinéaste. Et si Le Mépris est devenu une œuvre magistrale, pour Piccoli, ce fut aussi un tournage amer, marqué par une incompréhension persistante. Cette rencontre, qui aurait pu être l'une des plus grandes complicités de sa carrière, laisse en lui une fissure. Car là où il cherchait l'échange humain, il ne trouva que la rigueur glaciale d'un expérimentateur. Pour Piccoli, Godard restera à jamais l'exemple d'un génie qu'il respectait, mais qu'il ne pouvait pas supporter. Après Le Mépris, Michel Piccoli croise encore le chemin de Jean-Luc Godard, mais jamais plus avec l'intensité d'une véritable collaboration. Entre eux, ce n'était pas seulement une question de méthode de tournage, c'était une opposition de vision du monde. Godard voyait le cinéma comme un champ de bataille idéologique, un outil politique, une arme contre les certitudes. Piccoli, lui, croyait à un art profondément humain, nourri par l'intimité des êtres, par leurs failles secrètes et leurs contradictions intérieures. Dans les années 1970, alors que Godard s'enfonce dans ses expériences militantes et ses œuvres hermétiques, Piccoli s'épanouit avec Claude Sautet, dont les films explorent les amitiés brisées, les amours incertaines, les blessures du quotidien. Là où Godard décomposait les images et les mots, Sautet réassemblait les émotions. Piccoli choisit son camp, celui de l'humain. Cette divergence ne déboucha jamais sur une réconciliation. Piccoli respectait le courage intellectuel de Godard, mais il ne pouvait s'identifier à cette froideur cérébrale qui écrasait, selon lui, la chaleur des visages et des voix. Dans une interview tardive, il glissa même que travailler avec Godard était comme converser avec un esprit brillant qui ne voulait jamais écouter la réponse. Une formule douce amère qui en disait long. Au crépuscule de sa vie,
lorsqu'il évoquait les artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, le nom de Jean-Luc Godard revenait sans détour, non pas par haine, mais par reconnaissance d'une incompatibilité irréductible. Deux montagnes se faisant face, séparées par un gouffre d'idées et de sensibilité. Numéro 2. Luis Buñuel. Lorsque Michel Piccoli entre dans l'univers de Luis Buñuel, il croit d'abord pénétrer dans un sanctuaire du surréalisme. En 1967, Belle de Jour réunit Catherine Deneuve, Jean Sorel et lui, sous la direction d'un maître espagnol dont la réputation de provocateur n'est plus à faire. Piccoli accepte le rôle d'Henri Husson, cet ami ambigu qui, d'un simple mot, entraîne l'héroïne vers un monde interdit. Dès les premières journées de tournage, Piccoli découvre la méthode Buñuel, sèche, autoritaire, imprévisible. Le cinéaste ne s'attarde jamais sur les états d'âme, il exige, il tranche, il impose. Pour Piccoli, habitué à la collaboration et au dialogue, c'est une épreuve. Il a le sentiment d'être un pion dans une mécanique symbolique, manipulé sans qu'on lui explique vraiment le sens profond des gestes qu'il accomplit. Pourtant, le paradoxe est là. Sous cette contrainte, Piccoli livre l'une de ses compositions les plus marquantes. Le regard perçant de Husson, ses silences lourds, ses paroles qui empoisonnent doucement l'équilibre fragile de Séverine, tout cela vient d'une direction sèche mais implacable. Et Piccoli, malgré son admiration pour le génie de Buñuel, sent croître en lui une forme de frustration. Avec Buñuel, on ne jouait pas, on obéissait, dira-t-il un jour à demi-mot. Il savait que le réalisateur le choisissait non pas pour sa sensibilité d'acteur, mais pour la silhouette, le timbre, la fonction dramatique. Dans ce rapport de force, Piccoli perdait ce qu'il chérissait le plus, la liberté de composer, l'échange vivant entre metteur en scène et comédien. Ainsi, derrière l'admiration pour l'œuvre, subsistait une blessure intime. Celle d'avoir été réduit à un instrument et non reconnu comme un partenaire. Après Belle de Jour, Michel Piccoli aurait pu refuser de retravailler avec Luis Buñuel. Pourtant, il accepte de revenir, séduit par la puissance des scénarios et l'aura légendaire du maître espagnol. Dans Le charme discret de la bourgeoisie, 1972, puis Le fantôme de la liberté, 1974, Piccoli retrouve ce climat étrange où la logique se dissout dans le rêve et où les personnages deviennent les jouets d'un univers absurde. Chaque tournage est un paradoxe. Piccoli admire la rigueur surréaliste de Buñuel, sa capacité à tordre la réalité pour en faire une fable politique et sociale. Mais il vit douloureusement la manière dont le cinéaste traite ses acteurs, comme des figurines interchangeables, des porteurs d'idées plutôt que des êtres de chair. Buñuel ne cherche pas la nuance psychologique, il veut l'allégorie. Pour Piccoli, acteur de chair et d'intellect, c'est une dépossession. Dans les coulisses, il confie parfois son malaise. Buñuel, lui, reste imperturbable. Les acteurs, je les dirige comme je dirige les meubles, aurait-il lancé un jour. Piccoli en sourit amèrement, mais ce rire cache une blessure. Être ainsi réduit à une fonction décorative, lui, l'homme de mots et de silence, c'était une douleur qu'il ne pouvait oublier. Alors, quand il parlait de ces artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, le nom de Buñuel surgissait, non pas par manque d'admiration, mais à cause de cette relation faite de fascination et de froissement. Buñuel était un génie qu'il respectait, mais dont l'indifférence tranchante avait laissé dans son cœur une cicatrice irréconciliable. Numéro 3. Maurice Pialat. Si Michel Piccoli fut marqué par les expérimentations glaciales de Godard et l'autorité tranchante de Buñuel, sa rencontre avec Maurice Pialat prit une tournure encore différente. Pialat, figure rugueuse du cinéma français, s'était bâti une réputation de metteur en scène sans concession. Son cinéma, brutalement réaliste, refusait toute idéalisation. Les personnages s'y débattaient dans leurs contradictions, les dialogues semblaient jaillir de la vie elle-même, et les tournages étaient souvent de véritables champs de tension. Piccoli, habitué à travailler avec des réalisateurs qui respectaient la profondeur intellectuelle de ses personnages, se sentit rapidement dérouté par la méthode de Pialat. Là où lui cherchait la construction, la nuance, Pialat imposait l'instinct pur, les improvisations à vif, parfois même les affrontements directs avec ses acteurs pour provoquer la vérité des émotions. Lorsque l'occasion de croiser leur chemin survint, Piccoli comprit qu'il n'y aurait pas de terrain d'entente. L'intellectuel raffiné qu'il incarnait se heurtait au franc-parler abrupt et au réalisme cru de Pialat. Les discussions tournaient court,
Les désaccords se multipliaient. Pour Piccoli, cette approche relevait presque de la violence artistique. Il fallait se jeter dans l'arène sans protection, comme un boxeur, dira-t-il un jour à propos de Piala. Dans cet affrontement de tempérament, Piccoli trouva une limite qu'il ne pouvait franchir. Lui qui voyait le cinéma comme une quête de sens et de beauté, se retrouva face à un cinéaste qui lui paraissait n'offrir qu'un miroir brutal de l'humanité. Ce choc de vision, loin d'une simple incompréhension, laissa place à un rejet profond. Chez Maurice Piala, rien n'était adouci, rien n'était caressé. Le cinéma devait être tranchant, comme une lame posée sur la peau. Cette vision, Piccoli ne pouvait l'accepter. Lui, qui avait trouvé auprès de Sautet ou de Resnais une écriture subtile, une exploration poétique des blessures humaines, se sentait agressé par la frontalité de Piala. Lorsque Piccoli évoquait ce cinéaste, il parlait d'un réalisme brutal, d'une caméra qui ne pardonnait rien, pas même les failles les plus intimes des comédiens. Pour lui, Piala ne respectait pas l'équilibre fragile de l'acteur, ce pacte tacite qui veut que le metteur en scène guide sans briser. Il voyait dans son cinéma une vérité arrachée de force, au lieu d'une vérité patiemment révélée. Dans une conversation tardive, il confia même qu'il aurait toujours refusé de travailler sous sa direction, malgré l'admiration qu'il pouvait porter à la puissance de ses films. « Je n'aurais pas survécu à son réalisme », disait-il, mi-sérieux, mi-ironique. Cette phrase résumait à elle seule le fossé qui les séparait. Ainsi, parmi les 5 artistes qu'il avouait ne pas pouvoir supporter, Piala occupait une place particulière, celle de l'homme qu'il respectait à distance, conscient de son talent, mais incapable de s'y abandonner. Une reconnaissance mêlée d'un refus définitif, car pour Piccoli, l'art devait être une main tendue, et non une gifle. Numéro 4. Gérard Depardieu. Lorsque Michel Piccoli rencontre Gérard Depardieu sur un plateau, le contraste est saisissant. D'un côté, l'acteur intellectuel, discret, qui construit ses personnages avec patience et profondeur. De l'autre, la tornade Depardieu, énergie brute, présence physique écrasante, spontanéité débordante. Leur première véritable confrontation a lieu sous la caméra d'Alain Resnais dans La vie est un roman, 1983. Dès les répétitions, Piccoli mesure l'écart qui les sépare. Là où lui cherche la nuance, le geste contenu, Depardieu surgit avec des élans imprévisibles, engloutissant la scène par sa fougue. Les réalisateurs, fascinés par cette puissance, laissaient souvent Depardieu improviser, occuper l'espace, jusqu'à reléguer ses partenaires dans l'ombre. Pour Piccoli, cette manière d'imposer sa présence n'était pas une richesse, mais une brutalité. Leur relation n'était pas faite de disputes ouvertes, mais d'une tension souterraine. Piccoli, respectueux, observait en silence. Mais dans ses confidences, il laissait entendre qu'il se sentait étouffé par le cyclone Depardieu. L'intellectuel contre l'instinctif, le cérébral contre l'instinct animal. 2 manières d'être acteur qui ne pouvaient s'harmoniser. Sur l'écran, ce contraste donnait parfois une intensité dramatique unique. Mais dans les coulisses, il creusait un fossé. Piccoli savait qu'il ne pourrait jamais trouver sa place à côté de cet acteur qui occupait tout, jusqu'à l'air même qu'on respirait. Avec Gérard Depardieu, Michel Piccoli se sentait toujours dans une position inconfortable, comme s'il devait lutter pour préserver son espace, son souffle, son identité artistique. Depardieu, par sa stature et son tempérament, avait tendance à tout engloutir, les dialogues, les regards, l'attention du public. Là où Piccoli travaillait sur la retenue, la suggestion, la subtilité des silences, Depardieu jaillissait comme une cascade indomptable, saturant l'écran. Les cinéastes appréciaient ce contraste, mais pour Piccoli, l'expérience restait frustrante. Il confiait qu'avec Depardieu, on ne partageait pas, on résistait. Pas de complicité réelle, pas de regard échangé qui nourrit la scène, seulement une juxtaposition de forces contraires. Cette impression d'isolement au cœur même du travail collectif fut pour lui une blessure discrète. Il ne haïssait pas Depardieu, il l'admirait pour son talent, sa vitalité, sa capacité à incarner la France populaire. Mais il refusait d'entrer dans son orbite. Trop différente, trop envahissante, Piccoli, qui tenait à sa liberté intérieure, ne pouvait accepter d'être réduit au rôle de témoin ou d'ombre face à ce soleil aveuglant. Ainsi, lorsqu'il se retournait sur sa carrière à l'heure du bilan,
Depardieu faisait partie de ces figures qu'il respectait sans jamais pouvoir supporter. Deux géants d'un même art, condamnés à s'éviter plus qu'à s'unir. Numéro 5. Brigitte Bardot. En 1963, le mépris réunit sur un même plateau deux mondes que tout oppose. Brigitte Bardot, star planétaire, incarnation de la sensualité libre des années 60, et Michel Piccoli, comédien intellectuel, discret, issu du théâtre et attaché à la densité des rôles. Devant la caméra de Jean-Luc Godard, leurs destins se croisent, mais l'alchimie ne prend jamais véritablement. Pour Bardot, le cinéma est d'abord une affaire de lumière, de désir, d'icône. Elle rayonne, elle impose sa présence par sa beauté et son aura médiatique. Piccoli, lui, recherche la profondeur psychologique, la vérité intérieure des personnages. Sur le plateau, il observe ce contraste avec une certaine gêne. Il admire l'impact de Bardot, mais se sent étranger à son univers. Les scènes tournées ensemble sont marquées par cette distance. Piccoli incarne Paul Javal, un écrivain tourmenté, tandis que Bardot joue Camille, sa femme insaisissable. Mais derrière les dialogues, une tension sourde existe entre les deux comédiens. Elle, star adulée, peu concernée par la rigueur dramatique, lui, acteur appliqué, soucieux de cohérence. Godard, en maître ironique, exploite ce décalage, mais Piccoli en sort avec une impression d'incompatibilité. Elle appartenait à un autre monde, dira-t-il plus tard. Pour lui, Bardot était un météore, éblouissant mais impossible à apprivoiser. Cette fascination mêlée de distance fit d'elle l'une de ces artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture. Trop éloignée de son idéal d'actrice, trop ancrée dans l'image pour qu'un véritable échange puisse naître. Au-delà de la rencontre dans le mépris, ce qui dérangeait profondément Michel Piccoli chez Brigitte Bardot, c'était ce qu'elle représentait. Pour lui, elle incarnait une forme de cinéma de surface, un culte de l'image qui écrasait le travail intérieur de l'acteur. Bardot n'était pas seulement une comédienne. Elle était un phénomène médiatique, une silhouette reproduite à l'infini dans les journaux, une icône dont chaque apparition suscitait plus de commentaires sur sa vie privée que sur son jeu. Piccoli, homme discret, attaché à la valeur du texte et à la dignité de son art, voyait dans ce modèle une dérive. Il respectait le mythe, mais refusait d'y participer. Là où il rêvait d'un cinéma qui élève les consciences, Bardot symbolisait, à ses yeux, l'exploitation de la fascination et du désir. Cette opposition allait bien au-delà de leur relation personnelle. Elle représentait une fracture entre deux conceptions du 7e art. Ainsi, même si leurs routes ne se croisèrent que rarement, le souvenir de Bardot restait pour Piccoli un point de crispation. Il ne la jugeait pas en tant que femme, mais en tant qu'emblème d'un cinéma qu'il ne pouvait aimer. Dans ses confidences tardives, il évoquait cette distance avec une forme de mélancolie, celle d'un artiste qui se savait à contre-courant de l'époque des icônes spectaculaires. Bardot, météore flamboyant des années 60, fut pour lui l'exemple parfait de ces figures qu'il admirait de loin, mais qu'il ne pouvait pas supporter de près. Entre l'homme de l'ombre et la star solaire, aucun terrain commun n'était possible. À 90 ans, Michel Piccoli avait déjà tout vécu. Les triomphes, les blessures, les amitiés durables et les fêlures irréparables. Derrière ses lunettes, derrière ce regard tranquille, il portait encore les traces des rencontres impossibles. Godard, Buñuel, Piala, Depardieu, Bardot, 5 noms gravés dans sa mémoire comme autant de miroirs brisés. Non pas des ennemis, mais des énigmes, des compagnons de route avec lesquels l'harmonie n'avait jamais pu naître. Piccoli n'était pas un homme de scandale. Il ne criait pas sa rancune, il la murmurait. Ses révélations à l'automne de sa vie ne relevaient pas de la vengeance, mais d'une vérité douce amère. Même au sommet d'une carrière auréolée de respect, il restait cet être humain, fragile et lucide, qui se souvenait de ses incompatibilités avec une pointe de tristesse. Ce qu'il laissa en héritage, ce ne furent pas ses querelles silencieuses, mais son immense travail d'acteur. Des rôles qui traversent les décennies, de la Grande Bouffe à Habemus Papam, en passant par les choses de la vie. Piccoli fut l'un de ceux qui ont donné au cinéma français son visage le plus intellectuel, le plus mystérieux, le plus profondément humain. Et si, à 90 ans, il choisit de révéler ces 5 noms, c'était peu, être pour rappeler une vérité essentielle. Le cinéma n'est pas seulement une histoire de gloire et de lumière, mais aussi de failles, de tensions et d'ombres. C'est dans ces fractures que se cache la véritable humanité des artistes. Michel